Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Nous sommes encore au vendredi. Nous sommes encore au rendez-vous ce vendredi 6 septembre 2024. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Voilà, on démarre l'émission avec le premier sujet, la rhiopine. Et je commence par vous, Gaspard Adjamossi. Le sujet du jour, elle est simple. Hein? À quelle fréquence faut-il se laver quand il fait frais? Gaspard Adjamossi. Non, y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de fréquence. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse frais, on doit se laver comme on se lave habituellement. Bon, si nous prenons le cas des pays où il ne fait que frais, est-ce qu'ils doivent chercher à s'adapter par rapport à cela? Ça veut dire que quand il fait frais, il faut réduire la fréquence? Non. Quand il fait frais, quand il fait chaud, on a comment je vais dire, l'aptitude de se salir. Et donc, on doit pouvoir se laver. Il n'y aura pas une fréquence particulière quand il fait frais. C'est vrai que certains trouvent des excuses à ne pas se laver quand il fait frais. Mais en principe, il n'y a pas une fréquence particulière, à mon avis, quand il fait frais. Bon, c'est vrai que certains trouvent des échappatoires en se mettant de l'eau chaude pour se laver parce qu'on estime que quand il fait frais. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une différence. Si c'est 3 fois que tu te laves habituellement, même quand il fait frais, tu dois pouvoir te laver 3 fois. Achille Wusso. Bon, en tout cas, moi je veux être pratique, honnête, pratique et pragmatique, oui, si vous voulez. Oui. Bon, c'est vous qui posez la question ici, mais vous me permettez de vous poser une question. Quand il fait frais, après est-ce que vous avez l'émission pour le moment, c'est à moi de vous poser des questions. Bon, généralement, soyez honnête. Généralement, oui. Quand il fait frais, oui, on n'a pas envie d'aller toucher à l'eau. Hein. Vous? D'aller se doucher, pas moi. J'ai dit généralement. Généralement. Et il paraît même que dans les pays où il fait frais là, que les gens se lavent très peu. Pour ne pas dire qu'ils ne se lavent pas. Et pendant l'harmattan, il faut constater ici que nous devenons presque tous ennemis à l'eau. Nous fuyons l'eau, sauf ceux qui ont l'habitude donc de se laver à l'eau chaude. D'accord? Et en fait, il y a une autre raison. L'autre raison, c'est que si en Afrique, surtout dans les pays comment ils appellent ça, les pays subsahariens, nous lavons
plusieurs fois dans la journée à cause donc de la chaleur. C'est-à-dire vous constatez que le corps n'est pas à l'aise et c'est ce qui nous pousse à nous laver. Sinon, généralement, quand il fait frais, la fréquence pour se laver, ça devient 0. Ça devient 0 chez vous, à votre niveau. Ça devient généralement 0. Ah, oui. Pas chez moi, généralement 0. D'accord, merci. Non, vous avez tendance à dire qu'il faut être honnête, comme si on n'était pas honnête quand je disais que la fréquence... Non, en réalité, moi je pense que la question que vous posez, c'est plutôt par rapport aux enfants. Parce que je me rappelle, c'est peut-être de bons souvenirs d'enfance. Mais quand on était petit, on prenait peut-être justement de la matin ou de la fraîcheur pour justement ne pas se laver. Et là, les parents nous mettaient un peu la pression pour qu'on se lave. Mais je pense que quand on est grand, et comme nous le sommes aujourd'hui, qu'il y ait un matin qui est fraîcheur ou pas, logiquement, on doit aller, on se douche. Ça là, je crois que c'est une aptitude. C'est pour les enfants qu'il faut poser cette question-là, parce que c'est eux qui prennent prétexte de ce genre de situation pour ne pas se laver. Même si nous sommes dans un froid sibérien, je suis sûr que si Achille a envie à un programme au dehors, quel que soit Alpha, même s'il n'y a pas de chauffage chez lui, il va pouvoir se laver quand même avant de mettre le nez au dehors. Et donc, j'estime que la fraîcheur n'a rien à voir avec la fréquence de douche. Là où il fait moins de 0 degré, attention, hein. De toute façon, on retient que c'est fréquence 0. C'est Achille. Il n'y a pas obligation à se laver quand il fait frais. Ah. Là, c'est suffisamment grave. Tes copines te suivent. Vous voulez dire qu'il y a des copines? Même ta Véro, elle c'est une bonne femme, c'est pour ça qu'elle essaie de faire non, elle doit connaître cette habitude-là de Achille que quand il fait frais. En tout cas, quand il fait frais, on ne sent pas. Elle sait que c'est une compétence en matière de copine. Elle sait que son mari a une compétence. En matière de copine. Ah bon? Merci. D'accord, les gars, merci beaucoup. Nous allons poursuivre ce matin avec Achille Oussou, dossier Fréonvi ou Steve Amoussou. En tout cas, c'est un feuilleton judiciaire. Rebondissement. Ces ravisseurs ont été déposés. Ah, Fréonvi, qui l'accusé devient la victime. Ah oui. Nous l'avons dit il y a 2 vendredis ici que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est un feuilleton hein, qui va dérouler certainement plusieurs épisodes. Et donc, nous constatons que là, nous avons eu un nouvel épisode, que celui qui a été kidnappé, ramené Manu Militari au Bénin pour être accusé, devienne subitement la victime et porte plainte contre ses ravisseurs. Je crois que c'était vraiment une surprise pour tout le monde. Et donc, nous avons vu la justice qui a fait son travail en la matière, puisque c'est lui qui a porté plainte contre ceux qui sont allés le chercher. Et en tant que tel, il s'est constitué partie civile, n'est-ce pas? Et donc, la justice a étudié le dossier par rapport donc à sa plainte contre ses ravisseurs. Et nous avons vu qu'il a eu raison par rapport donc à la manière dont il a été ramené au Bénin, qui alimente d'ailleurs les polémiques, parce que c'est généralement ce que vous attendez donc dans tous les débats sur les forums. C'est la manière dont il a été pris à Lomé, il est ramené au Bénin, il a été confié à la justice ou à la police, donc jusqu'à aller aujourd'hui à la justice. Et donc, nous venons donc de constater que un pan de ce dossier-là a été vidé. Donc, ces ravisseurs ont été accusés. Mais je voudrais dire que c'est Steve Amoussou qui a porté plainte en tant que victime. Et donc, nous attendons maintenant les nouveaux épisodes. Peut-être le prochain. C'est que le 7 octobre prochain, c'est peut-être que le feuilleton, enfin, l'épisode auquel nous allons assister, est-ce que Steve Amoussou est frère Hunvi ou Steve Amoussou et frère Hunvi, on doit les départager? Bon, je crois que il n'est pas encore au bout de ses peines. Il a gagné la première bataille. Il y a encore plusieurs étapes certainement à franchir. Nous allons voir si au terme donc de
de ce feuilleton judiciaire, il aura gain de cause et il sera relâché. C'est du wait and see, donc Gaspard Adjamossi, des ravisseurs déposés. Oui, vous savez, Steve Amoussou. On a commencé par parler d'épisodes, ça veut dire que c'est un film, une longue série, certainement. Et donc, moi, je fais un peu attention aux mots que nous utilisons, parce que moi, j'avais toujours fait attention en évitant de parler d'enlèvement, de kidnapping, puisque moi, j'ai toujours dit qu'il y a eu arrestation de Steve Amoussou. J'évite désormais de dire également frère Oumvi, parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas si c'est Steve Amoussou qui est frère Oumvi. C'est la justice, en tout cas les enquêtes qui nous permettront de dire réellement si c'était le cas. Et donc je dis, je fais attention aux expressions parce que depuis quelques jours, nous avons commencé par entendre ravisseur. Ravisseur. Moi je disais arrestation, d'autant plus que quand on est allé le chercher à Lomé, il s'est retrouvé dans la main de la justice et il y a une procédure en cours contre lui. Donc on peut dire arrestation illégale, tout ce que nous voulons, mais on avait comme l'impression qu'il avait été pris par les services judiciaires. Maintenant, avec le développement des enquêtes, je vais dire, parce qu'il y a une enquête en cours à Lomé, il y a une enquête en cours au Bénin, nous constatons finalement que c'est des individus sans, je dirais, sans un réel lien avec la justice, sans un lien direct avec les forces de sécurité qui sont allés le chercher à Lomé. Et c'est en cela aujourd'hui que l'expression, tout le monde dit aujourd'hui très facilement ravisseur. Et nous savons que quand on dit ravisseur, ça a une connotation négative. Ça veut dire que les gens sont allés l'enlever pratiquement à Lomé. Et je crois que la procédure est normale. Et on a condamné justement deux de ceux qui ont été accusés de l'avoir enlevé à Lomé. Mais je rappelle que ce n'est pas Steve Amoussou qui a porté plainte contre ceux-là. Mais il y a une procédure en cours à Lomé contre justement les intéressés. Mais moi, je n'ai pas compris la célérité qui a amené la justice béninoise à programmer cette affaire-là et à accélérer dans la condamnation, à condamner. Bon, de toutes les façons, la justice va à son rythme. On peut apprécier, mais on ne connaît pas tous les méandres de ce dossier. Moi, le seul regret que moi, je peux exprimer, c'est que les deux pays n'aient pas collaboré. Et non seulement dans le cadre de l'arrestation ou de l'enlèvement de Steve Amoussou, mais en plus dans le procès, enfin oui, dans la procédure qu'il y a eu chez nous au Bénin, parce qu'il y a quand même deux témoins qui ont été pris, ou complices qui ont été pris à Lomé et qui peuvent renseigner dans le dossier. Je parle de la dame esthéticienne, je parle du jeune étudiant qui ferait du zémédia occasionnel, qui ont certainement des choses à dire dans le dossier, qui sont à même de reconnaître, n'est-ce pas, ceux qui sont allés chercher Steve Amoussou à Lomé, parce qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre à le localiser, et à aller le chercher et à le ramener au Bénin. Et donc, je crois que ceux-là peuvent dire ceux qui étaient réellement dans l'opération. Parce que dans le cas d'espèce, je suis surpris que Steve Amoussou ait reconnu deux et n'ait pas reconnu le troisième, par exemple. Je dis je suis surpris parce que, bon, c'est certainement que... Mais il avait quand même, il nous avait dit qu'on lui avait bandé les yeux. Maintenant, par quelle alchimie a-t-il reconnu deux, n'a pas reconnu? De toutes les façons, il y a une procédure qui est en cours, donc on laisse les procédures aller au bout. Mais comme vous l'avez dit, c'est du flou. C'est du flou. C'est un feuilleton, mais c'est du flou artistique. On attend. Gaspard Adjamossi, que pensez-vous de la procédure au niveau du pays voisin de notre... du Togo? Oui, je n'ai pas à penser quelque chose des procédures. Ce qui est sûr, nous avons constaté qu'il y a des procédures en cours. Mais l'idéal aurait été que les procédures soient... Il y a des mandats d'arrêt. Oui, qu'il y ait une collaboration. Est-ce que le fait que le Bénin est condamné et ceux-là est relâché l'un d'entre eux, est-ce que ça met, est-ce que ça met fin à la procédure au niveau de Lomé? Nous, on n'en sait rien. De toute façon, l'idéal aurait été qu'il y ait une collaboration entre les deux pays, les deux justices, et que cette affaire-là soit véritablement, qu'il y ait vraiment du clair par rapport à cette affaire. Et dans quelle mesure aussi les procédures qui sont en cours là peuvent avoir une incidence sur la situation de Steve Amoussou en question. On n'en sait rien. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on est allé le chercher illégalement, est-ce que ça enlève quelque chose à ce qu'on lui reproche fondamentalement? Parce que si on est allé le chercher illégalement, est-ce qu'il peut être détenu légalement? C'est des questions qu'il faut se poser. Si ceux qui sont allés le chercher n'ont pas un mandat pour aller le chercher, est-ce que nous, on peut avoir raison en tant que justice de le maintenir dans les liens de la détention? Voilà des questions qu'il faut pouvoir se poser. Mais il faut dire, nous avons omis l'aspect
transfert du fameux Indonésien, le transfert vocal. Ouais, donc c'est une affaire qui n'a pas encore fini de livrer, en tout cas ses secrets. Ah oui. Achille Osso. Oui. Mandat d'arrêt toujours. Je suis d'accord avec Gaspard quand il dit que c'est un flou. Et je crois que nous allons assister encore à beaucoup donc, de rebondissements dans ce dossier. Et il vient d'évoquer celui qui est en Indonésie, qui aurait cette question de 10 millions avec Steve Amosu, avec Frère Mouvi. Et l'autre chose, c'est que nous avons constaté dans cette déclaration, dans cette propre déclaration, que ceux que nous appelons ces ravisseurs ont eu 20 à 25 minutes de discussion avec lui à Lomé. Et c'est là où moi, je ne comprends plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de discuter entre eux. Et de quoi ils ont discuté pendant 20-25 minutes? Puisque c'est lui-même qui l'a dit. Qu'ils ont discuté avec lui dans un endroit qui était éclairé. Et les gens les voyaient discuter. Et c'est juste après ça que, bon, ne s'entendant pas, ils l'ont précipité maintenant, embarqué dans le véhicule. Alors donc, si ils ne sont pas habilités à le ramener de cette manière-là au Bénin, est-ce qu'effectivement, il y a une affaire de 10 millions entre Steve Amosu et le monsieur Ayi, ou Ayi, je crois bien que c'est Ayi, ils ont dit, qui se trouverait en Indonésie, et que ceux qui ont été envoyés sont vraiment des émissaires de celui-là qui réclame 10 millions à Steve Amosu, c'est aussi un aspect du dossier et par rapport auquel je crois que beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits et nous allons peut-être encore entendre beaucoup de choses dans cette affaire-là. Est-ce que celui qui est en Indonésie aura le courage de porter maintenant plainte officiellement contre Steve Amosu? Alors pourquoi, quand il s'est constitué partie civile pour se plaindre contre ceux qui sont allés le chercher à Lomé, quand on a fini, on a condamné ceux qui sont allés le chercher Manu Militari, mais pourquoi il n'est pas libéré, il n'est pas relâché? Bon, qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce que maintenant, il est détenu de façon illégale? C'est effectivement des questions auxquelles il faut répondre. Et donc, c'est pourquoi je suis d'accord avec Gaspard lorsqu'il dit que c'est vraiment un flou, cette affaire-là. Et nous l'avons qualifié déjà de feuilleton. Il y a donc beaucoup de rebondissements qui attendent. Nous allons souhaiter que la justice fasse son travail. Est-ce que, avant donc d'ouvrir le dossier à Cotonou, ils ont pris la peine donc de prendre contact avec le procureur du tribunal de Lomé? Bon, voilà autant de choses qui nous échappent pour le moment, mais ce qui est sûr, nous avons le temps donc de savoir qu'on appelle tous les contours de ce dossier. Je reste toujours avec vous, Achille Osso. Nous allons parler à présent de la chefferie traditionnelle au Bénin. Bientôt la reconnaissance des têtes couronnées et autres. Pourquoi? Oui, une reconnaissance officielle. Oui. Ça veut dire que désormais, peut-être l'État aura quelque chose à faire à l'endroit. Donc, des têtes couronnées, des chefs religieux. On commence à prendre du salaire, peut-être. Bon, même si ce n'est pas salaire, il y a peut-être quelque chose pour les entretenir. Ou désormais, peut-être aussi, ils auront voix au chapitre en ce qui concerne la gestion, le fonctionnement de notre pays. Au Nigeria, à côté, il paraît donc que les rois ont une place de choix dans le fonctionnement du pays. Donc, peut-être que c'est à cela que nous sommes en train d'aller petitement, mais c'est important donc que ce secteur soit vraiment réorganisé. Parce que vous constatez que n'importe qui se fait du jour au lendemain, se fait appeler de Cori, et on se fait appeler roi, on se fait appeler chef traditionnel, on se fait appeler ceci, on se fait appeler cela. Et il suffit donc d'avoir un peu de moyens pour s'acheter un véhicule et c'est fini. Donc on met une plaque avec des dénominations qui font peur et c'est fini. Et donc je crois que c'est une réforme majeure. Et surtout qu'il y a une commission
pluridisciplinaire qui a travaillé sur le dossier, ça veut dire que les rois eux-mêmes ont été impliqués donc, dans les discussions qui ont abouti donc, à cette communication qui a été introduite en Conseil des ministres et qui est devenue finalement ce projet de loi que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour étude et vote. Donc je crois que c'est une réforme majeure si on arrive vraiment à son aboutissement. Bientôt la fin des petits rois ou oui. des rois télés, oui. Bientôt la fin de la pagaille. La pagaille. La pagaille. Parce que vous avez dit qu'on va les reconnaître. Non, ils sont reconnus, ils sont même trop reconnus à mon goût par rapport à l'existant. Comme vous l'avez dit, il y a trop de rois télés, il y a trop de petits rois, il y a trop de grands rois, il y a trop de chefs traditionnels. Non, il y a trop là, ce n'est même pas un problème. On peut en avoir trop. Si historiquement, ça devait exister. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous savons historiquement là où il y a des royaumes chez nous au Bénin. Nous savons historiquement là où on peut avoir des chefs traditionnels, là où on peut avoir telle chose. Mais aujourd'hui, les gens inventent les royaumes, les gens inventent les royautés, les gens inventent des histoires de royaumes. Et je crois que cette réforme est majeure, d'autant plus que ça va permettre de réorganiser complètement le secteur et de mettre chacun à sa place. Et je crois que c'est une très bonne chose de l'avoir initié. Loin de l'aspect salaire ou pas salaire, vous avez dans un passé récent, le président Yahya Boni donnait beaucoup d'argent à ce système-là qui n'était pas organisé. Et donc si on organise aujourd'hui tel que la volonté est affichée, il est de bon ton, n'est-ce pas? Qu'on organise de sorte que s'il y a des moyens à mettre à leur place pour qu'ils soient visibles, pour que cela soit réellement profitable pour le pays, que cela se fasse. Je dis que c'est une réforme majeure, cette réorganisation de ce secteur de la royauté chez nous au Bénin. Gaspard Diamansi, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions, le baromètre de la semaine, la dernière rubrique. Oui, le baromètre de la semaine, j'ai envie de faire monter l'ancien président Nicéphore Soglo, pour son honnêteté, parce que nul n'ignore qu'il se dit opposant, farouche au régime actuel pour des raisons dont il a seul le secret. Mais il est allé à la GIZ et je crois qu'il a été émerveillé et il a dit, et publiquement il a même dit que le chef de l'État leur cache des choses et qu'il ira le lui dire. Ce qu'il lui cache, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce qu'il fait de bien dans le pays. Et donc, il a l'impression qu'on ne communique pas suffisamment sur ce qui se fait de bien. Il a été très émerveillé, il a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des choses comme ça au Bénin. Je crois que c'est l'honnêteté à reconnaître, donc il faut quand même le monter. Celui qui descend. Et celui qui descend, je dirais, parce que j'aurais appris que les relations entre le Bénin et le Niger se compliquent encore, parce que le Niger aurait encore dit des choses sur le Bénin lors d'une rencontre internationale, ce qui compliquerait l'ouverture des frontières entre les deux pays. Et je veux faire descendre mon ami du Niger et lui demander d'être vraiment... il faut qu'il rentre dans la dynamique de calmer complètement le jeu entre les deux pays. Parce que ce n'est pas eux qui souffrent, ce n'est pas les dirigeants qui souffrent, mais ce sont les populations. Pour l'intérêt des populations, j'ai envie de faire baisser le général Tiani, qu'il fasse en sorte que vraiment que le calme, parce que j'ai l'impression que c'est de son côté que le problème se pose. Achille Osso, qui monte chez vous? Bon, qui monte, c'est celui qui va monter qui va descendre aujourd'hui. Il va monter. Je voulais faire monter le gouvernement par rapport donc, à cette réforme majeure que nous avons saluée tout à l'heure, et la transmission à l'Assemblée du projet de loi portant réorganisation de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Je crois que ça là, c'est à saluer. Et donc, c'est encore le gouvernement parce que c'est vrai, nous avons vu que le gouvernement ou les membres du gouvernement étaient en vacances, n'est-ce pas? Mais quand ils sont revenus, le silence autour donc, de l'affaire Rouvi fait planer encore assez de doutes. Je crois qu'il était donc de bon ton que qu'on appelle le porte-parole du gouvernement ou quelqu'un du gouvernement ou le ministre de la Justice, etc., prennent la parole pour nous dire par rapport à l'accusation de Lomé, du tribunal de Lomé, qu'est-ce que l'État béninois, quelle réponse l'État béninois a pu envoyer. Donc je crois que c'est important, nous avons besoin de le savoir. Merci à vous, Gaspard Diamansi, Achille Osso. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le débat de ce vendredi. On va se retrouver vendredi prochain
si Dieu le veut, pour un autre numéro de cette émission. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.